Bienvenue dans ce nouvel épisode de Aimer sans se perdre. Si tu es ici, c'est sûrement que tu t'es déjà posé cette question douloureuse parfois. Est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que j'essaie de le sauver ? Et c'est une vraie question, une question profonde parce que ce flou entre l'amour et le besoin de réparer l'autre, il est parfois imperceptible. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois aimer, mais au final tu t'épuises. Tu crois être dans le don, mais en réalité tu te sacrifies. J'ai reçu un message la semaine dernière d'une femme qui me disait « J'ai l'impression que je ne peux pas être heureuse s'il ne va pas bien, comme si son bien-être était ma responsabilité. Est-ce que c'est ça l'amour ?» Cette question, elle m'a touchée parce que, en réalité, elle reflète une confusion que beaucoup d'entre nous ressentent. On nous a souvent montré l'amour comme un sacrifice. Dans les films, dans les livres, dans les chansons, l'amour qui sauve, l'amour qui transforme, l'amour qui guérit. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée. Et aujourd'hui, je veux qu'on explore ensemble cette zone complexe, ce fil ténu entre l'amour authentique et le sauvetage relationnel. Aujourd'hui, on va mettre des mots sur ce mélange entre attachement, empathie, mission, sacrifice et amour véritable. Parce que oui, on peut aimer sincèrement quelqu'un et en même temps être dans une posture de sauveur qui nous éloigne de nous-mêmes. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre comment on glisse du cœur vers le sauvetage, identifier les signes de la posture de sauveur ou de sauveuse, reconnaître les racines profondes de ce besoin de sauver l'autre, explorer les dynamiques relationnelles qui favorisent ce déséquilibre et surtout apprendre à aimer sans te perdre, sans t'oublier et sans porter ce qui ne t'appartient pas. L'amour, c'est magnifique, mais quand tu es dans une relation déséquilibrée, ça peut devenir un terrain glissant. Très vite, tu passes de l'amour à la réparation. Et souvent, ça commence très subtilement. Tu le comprends à sa place, tu excuses ses silences, tu interprètes ses absences comme de la peur et pas comme du désintérêt. Et tu dis, il ne sait pas faire mieux. Il a souffert, il faut que je l'aide à guérir. Et là, tu ne l'aimes plus. Tu le sauves. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas de l'amour, c'est une mission. Et l'amour, c'est pas censé être une mission. Tu deviens sa thérapeute, sa coach, sa boussole, alors que ce n'est pas ton rôle. Et toi, dans tout ça, qui te soutient ? Toi. Qui te tient quand tu tombes, quand tu vacilles ? La question, elle est là. J'ai accompagné une femme, on va l'appeler Julie, qui était dans une relation avec un homme profondément blessé par son passé. Il avait vécu des traumatismes d'enfance, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, avait des problèmes d'addiction et oscillait entre dépression et explosion émotionnelle. Julie, elle était convaincue qu'elle était la seule personne à vraiment le comprendre. Elle avait développé une véritable expertise sur son fonctionnement psychologique à lui. Elle pouvait prédire ses crises, anticiper ses besoins, décoder ses silences, parce qu'elle s'était documentée sur le sujet. Et un jour, je lui ai demandé, Julie, si je te demande qui est ton partenaire, tu me parles de ses blessures, mais qui il est vraiment, au-delà de sa souffrance. Et là, elle s'est figée. Elle était incapable de me parler de lui en dehors de ce rôle de blessé à soigner. C'est là qu'elle a compris qu'elle n'était plus dans une relation amoureuse, mais dans une relation thérapeute-patient. Elle s'était tellement identifiée à ce rôle de sauveuse qu'elle ne savait plus être simplement amoureuse, l'amante. Souvent, cette posture, elle vient de très loin, des relations parentales où tu as sûrement dû prendre soin de l'autre, où tu as appris très tôt à t'oublier pour pouvoir garder le lien, alors tu crois que donner, c'est aimer. Dans la psychologie, on parle d'enfants parentifiés. Ces enfants qui ont dû très jeunes prendre soin des parents fragiles, dépressifs, malades ou dépendants. Ces enfants développent une espèce de capacité extraordinaire à lire les émotions des autres, à anticiper leurs besoins et à mettre les leurs de côté. Et quand ils deviennent des adultes, cette capacité, elle se transforme naturellement dans leurs relations amoureuses. Et ces personnes-là, elles sont attirées par des partenaires qui ont besoin d'être sauvés. Ils se sentent valorisés, utiles, surtout, quand ils peuvent aider. Et le problème, c'est que cette dynamique, elle crée forcément une dépendance mutuelle malsaine, la codépendance.
d'un côté, on a le sauvé qui reste dans son rôle de victime fragile, dépendant, et de l'autre, on a le sauveur qui tire son identité, sa valeur de sa capacité à aider l'autre. Et personne ne grandit vraiment dans cette relation parce que c'est un piège. Et si on parle d'un autre piège du sauvetage, c'est qu'il te donne l'illusion du contrôle. Quand tu es dans cette posture, tu as l'impression de maîtriser la situation, de savoir où tu vas. Et c'est rassurant d'une certaine façon. Mais le don sans réciprocité, c'est de la fuite de soi. Tu ne veux pas aimer, tu veux être utile. Et dans l'amour, tu ne dois pas être utile, tu dois être vivante, tu dois être vraie, tu dois être là. Aimer quelqu'un, c'est le voir dans sa totalité, ses forces et ses faiblesses. C'est croire en sa capacité à grandir, à guérir par lui-même. Parfois, se tenir à distance et lui dire « Je crois en toi, je sais que tu peux traverser ça, je suis là, mais je ne peux pas le faire à ta place. » C'est plus difficile que de sauver. Parce que ça demande de lâcher prise, de faire confiance à l'autre, de respecter le chemin de l'autre, même quand ce chemin il est douloureux. Je te partage 6 signes très concrets que tu es dans une posture de sauvetage et non dans un amour équilibré. Premier signe, tu te dis souvent « je suis la seule à le comprendre ». C'est flatteur. Oui, mais attention, tu te places au-dessus de lui inconsciemment. Tu prends une responsabilité qui ne t'appartient pas. Ça, je l'ai déjà dit. Cette pensée est particulièrement dangereuse parce qu'elle crée une forme d'exclusivité malsaine. Elle t'isole, toi et ton partenaire, du reste du monde. Elle suggère que personne d'autre, ni ses amis, ni sa famille, ni son thérapeute professionnel, ne peut vraiment l'aider ou le comprendre. Elle te donne aussi un sentiment de spécialité, d'élection. Je suis l'élu, la seule qui peut vraiment l'atteindre. C'est presque mystique. Mais cette élection, elle est piégeante parce qu'elle te pousse à rester même quand la relation est pas saine et que la relation, elle te détruit. Deuxième signe, tu crois qu'il va changer grâce à toi. Tu veux qu'il guérisse, tu veux qu'il s'ouvre, qu'il évolue et tu crois que ton amour sera la clé. Personne ne change pour quelqu'un d'autre. Le changement véritable, il ne vient pas que d'une motivation interne profonde. Il demande du courage, de la persévérance, de la constance et souvent de la souffrance. Personne ne peut faire ce travail à la place de quelqu'un d'autre. Quand tu crois que tu peux changer quelqu'un par ton amour, tu nies sa responsabilité personnelle dans la situation. Tu le traites comme un enfant qui aurait besoin d'être guidé plutôt que comme un adulte capable de faire ses propres choix. C'est aussi une forme subtile de contrôle. Si seulement tu m'écoutais, si seulement tu faisais comme je te dis, tu irais mieux. Mais en réalité, l'amour véritable n'essaie pas de contrôler. L'amour véritable, il n'essaie pas de contrôler. Il offre de l'espace pour que l'autre puisse grandir à son rythme, selon son propre chemin. Troisième signe, tu acceptes ce qui ne te convient pas en pensant simplement que c'est temporaire. Tu restes dans une relation bancale, inconfortable en te disant quand ça ira mieux, ce sera différent. Et ça, c'est l'un des pièges les plus courants du sauvetage amoureux. Tu mets ta vie en attente, en suspens, pendant que tu attends que l'autre guérisse. Le problème, c'est que ce temporaire-là que tu crois, il peut durer des années. Et pendant ce temps, ta propre vie passe. Tes besoins restent insatisfaits, tes rêves sont mis de côté. Fais un test simple. Imagine que ton partenaire reste exactement tel qu'il est aujourd'hui, avec ses difficultés actuelles pour les 10 prochaines années. Est-ce que tu serais heureuse dans cette relation ? Si la réponse est non, alors tu n'aimes pas la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Tu aimes la personne que tu espères qu'elle deviendra. Quatrième signe, tu es épuisé, mais tu culpabilises à l'idée de partir. Parce que tu crois qu'il ne s'en sortira pas sans toi. Et ça, c'est le piège ultime du sauvetage. Cette culpabilité est l'un des liens les plus
puissants qui te maintiennent dans une relation de sauvetage. Tu te dis, si je pars, il va s'effondrer. Il pourrait se faire du mal, il pourrait replonger dans ses addictions et ce serait ma faute. Mais pense à ça, si ton bonheur dépendait entièrement d'une autre personne, est-ce que tu trouverais pas ça injuste et malsain? Alors pourquoi t'acceptes ce fardeau pour toi? La vérité difficile mais libératrice est que chacun est responsable de son propre bonheur et de sa propre guérison. Si tu pars, ton partenaire trouvera d'autres ressources, d'autres soutiens, d'autres solutions. Ou alors, peut-être qu'il tombera avant de se relever par lui-même. Et cette chute, elle fait peut-être partie de son chemin de guérison. Ça lui appartient. C'est pas de la cruauté que de te libérer d'une relation qui n'est pas saine pour toi et qui t'épuise. C'est de l'auto-préservation. Et parfois, c'est le plus grand cadeau que tu puisses faire à l'autre. Lui rendre sa responsabilité. 5e signe, tu es obsédé par son bien-être plus que par le tien. Tu te lèves en pensant à ce qu'il ressent. Tu marches sur des œufs, tu fais attention à chaque mot. Mais, encore une fois, qui s'occupe de toi? Est-ce que tu as remarqué comme tes propres émotions, tes propres besoins sont devenus secondaires dans la relation, comme si ton seul rôle dans cette relation, c'était d'être le contenant émotionnel de l'autre. Dans une relation saine, il y a un va-et-vient naturel entre donner et recevoir. Parfois, c'est toi qui as besoin de soutien, parfois, c'est l'autre. Mais dans une dynamique de sauvetage, ce flux, il est continuellement à sens unique. Je te propose un exercice révélateur. Pendant une semaine, note chaque fois que tu ressens une émotion forte, joie, tristesse, colère, peur, peu importe. Puis, note si tu as pu exprimer cette émotion dans ta relation et comment ton partenaire y a répondu. Si tu réalises que tu censures tes émotions pour ne pas perturber l'autre ou que tes émotions sont systématiquement minimisées ou ignorées, c'est un signal d'alarme. 6e et dernier signe, tu t'imagines l'après. Quand il ira mieux, quand il changera, quand il t'aimera vraiment. Tu vis dans une espèce de projection, pas dans la réalité. Et la réalité, là, elle te fait souffrir. Cette projection constante vers un futur hypothétique t'empêche de vivre pleinement le présent. Tu investis ton énergie, tu investis ton amour, ton temps dans une relation qui n'existe pas encore vraiment et qui n'existera peut-être jamais. C'est comme si tu versais ton eau dans un puits sans fond, espérant qu'un jour il sera assez plein pour te désaltérer. Mais en attendant, tu te dessèches. L'amour véritable s'ancre dans le présent. Il voit l'autre tel qu'il est aujourd'hui, pas tel qu'il pourrait être demain. Il trouve de la joie, de la beauté, de la satisfaction dans ce qui est déjà là, pas dans ce qui pourrait arriver. Je te propose un exercice pour ce dernier signe. Prends une feuille et trace une ligne au milieu. D'un côté, tu écris ce que je donne dans cette relation. De l'autre, ce que je reçois dans cette relation. Sois honnête, sois précise, n'écris pas de l'amour ou du soutien, ce sont des termes beaucoup trop vagues. Écris des choses concrètes, factuelles. Je l'écoute pendant des heures quand il va mal. Je réorganise ma vie pour m'adapter à ses besoins. Si tu vois un déséquilibre flagrant entre les deux colonnes, c'est un signe que tu es peut-être dans une dynamique de sauvetage et pas d'amour équilibré. Avant de voir comment sortir de cette dynamique, c'est important de comprendre d'où vient ce besoin de sauver l'autre, parce que ça vient bien de quelque part. Il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise habitude ou d'un choix conscient. C'est un pattern qui est profondément ancré dans notre histoire personnelle et dans notre vision de l'amour. Première raison possible, c'est l'héritage familial. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si tu as grandi dans une famille où tu as dû prendre soin d'un parent physiquement ou émotionnellement, tu as appris très tôt que l'amour et le soin sont indissociables. Tu as peut-être eu un parent dépressif que tu devais égayer,
ou un parent alcoolique dont tu devais gérer les crises, ou des parents tellement préoccupés par leurs propres problèmes qu'ils n'avaient pas d'espace pour tes émotions. Dans ces contextes-là, tu as appris que pour recevoir de l'amour, il fallait être utile, aidant, autosuffisant. Tu as appris à mettre tes besoins de côté et tu as appris que ta valeur dépendait de ta capacité à sauver les autres. Plus tu aidais, plus tu étais utile, plus tu étais apprécié et aimé. Deuxième raison possible, les modèles culturels. Notre culture regorge d'histoires de sauvetage amoureux. La Belle et la Bête, une jeune femme dont l'amour transforme un homme brutal en prince charmant. Pretty Woman, une prostituée sauvée par un homme d'affaires et un homme d'affaires froid, humanisé par son amour pour elle. Toutes ces histoires, elles nous laissent croire que l'amour a un pouvoir magique de transformation sur l'autre. Qu'aimer vraiment quelqu'un, c'est voir son potentiel au-delà de ses blessures actuelles. Il y a une part de vérité là-dedans. Oui, l'amour peut effectivement nous aider à grandir, à guérir. La relation de couple peut être aidante pour guérir. Mais ces histoires, elles simplifient une espèce de processus qui, dans la réalité, demande beaucoup plus que de l'amour. Ça demande un engagement personnel, un travail sur soi et un véritable soutien. Troisième raison, le besoin de contrôle. Paradoxalement, la posture de sauveur, elle peut aussi naître d'un besoin profond de contrôle. Quand tu te positionnes comme celle qui aide, tu as un certain pouvoir dans la relation. Tu es celle qui sait, celle qui comprend et celle qui guide. Ce besoin de contrôle, il vient souvent d'une insécurité profonde. Si tu as vécu des expériences où tu t'es sentie impuissante, abandonnée, la posture de sauveur peut être une façon inconsciente de t'assurer que tu ne vivras jamais cette impuissance. Quatrième et dernière raison, la peur de l'intimité véritable. Se concentrer sur les problèmes de l'autre peut aussi être une façon d'éviter une intimité authentique qui impliquerait de révéler tes propres vulnérabilités. Tant que tu es occupé à sauver ton partenaire, tu n'as pas à te confronter à tes propres blessures, à tes propres peurs. Tu peux rester dans une posture de force, de maîtrise qui te protège de la vulnérabilité réelle que demande l'amour. Reconnaître toutes ces racines, c'est pas facile, ça demande de l'honnêteté envers soi-même et parfois c'est douloureux. Mais à mon sens, c'est une étape nécessaire pour transformer cette dynamique de couple et créer des relations beaucoup plus équilibrées, plus authentiques et plus saines. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je peux aimer quelqu'un qui a mal sans me sacrifier ? La réponse est oui, mais il faut changer de posture. Aimer, c'est pas faire à la place de l'autre. Aimer, c'est rester en lien sans se mettre en déséquilibre. C'est dire, je suis là, je t'aime, mais je peux pas faire le chemin pour toi. Et surtout, c'est reconnaître quand toi, tu as atteint ta limite. Je te partage 5 clés concrètes pour te repositionner dans la relation. 1. Arrête de chercher à être celle qui l'a aidé à changer. Tu n'as pas à devenir une héroïne, tu as juste à devenir ou redevenir toi-même. Cette quête de devenir la sauveuse, celle qui a réussi là où toutes les autres ont échoué, c'est épuisant et ultimement voué à l'échec. Parce que même si ton partenaire change positivement, ce changement ne sera durable que s'il vient de lui et pour lui. Plutôt que de te focaliser sur sa transformation, concentre-toi sur la tienne. Qu'est-ce que cette relation t'apprend sur toi-même, sur tes besoins, tes limites, tes valeurs ? Comment tu peux grandir toi à travers cette expérience de couple ? Deuxième clé, pose-toi cette question simple. Est-ce que je me sens aimée ici, maintenant ? Pas est-ce qu'il m'aime à sa manière, non. Mais est-ce que je me sens aimée, sécurisée, choisie dans les faits ? Cette question, elle te ramène à ton expérience subjective qui est souvent étouffée dans les relations de sauvetage. Tu passes tellement de temps à analyser ses émotions, ses besoins, ses comportements que tu oublies de ressentir les tiens. Alors prends l'habitude de te poser cette question régulièrement, pas dans les moments de crise, mais dans le quotidien de la relation. Est-ce que globalement,
tu te sens nourri par cette relation. Troisième clé, remets ton énergie sur toi. Chaque fois que tu ressens un besoin de le sauver, recentre-toi. Et moi là-dedans, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Si tu as passé une grande partie de ta vie à t'occuper des autres, cette question, elle peut sembler presque étrangère. Tu peux ne pas savoir quoi répondre au début et ça, c'est normal. Commence petit. Peut-être que ce que tu as besoin, c'est simplement de respirer profondément ou de boire un verre d'eau ou d'appeler une amie ou de sortir marcher. Plus tu pratiqueras cette attention à toi-même, plus tu deviendras habile à identifier et à honorer tes propres besoins. Quatrième clé, accepte que tu ne peux pas guérir quelqu'un d'autre. Cette acceptation peut être la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Tu ne peux pas guérir la dépression de ton partenaire, tu ne peux pas résoudre son anxiété, tu ne peux pas effacer ses traumatismes d'enfance. Ces choses demandent un travail personnel profond, souvent accompagné par des professionnels. Ce que tu peux faire, c'est créer un espace sécurisant où il peut faire ce travail, où il se sent assez en sécurité pour le faire à tes côtés. Tu peux l'encourager à chercher de l'aide, tu peux célébrer ses progrès, mais tu ne peux pas faire le travail à sa place. Et quand je dis encourager, c'est pas lui dire « Tiens, j'ai vu ce professionnel-là, je te donne le numéro, appelle ». Ça, c'est pas encourager. Cette acceptation n'est pas un abandon, c'est une reconnaissance réaliste de tes limites et des siennes. Cette acceptation, c'est pas un abandon, c'est une véritable reconnaissance réaliste de tes limites et des siennes. Cinquième et dernière clé, cultive ta propre vie au-delà de la relation. Dans les dynamiques de relations de sauvetage, la relation devient souvent totalitaire. Elle absorbe toute ton énergie, ton temps, ton attention. Et pour sortir de ce schéma, c'est essentiel de reconstruire une vie qui t'appartient pleinement. Tes amitiés, tes passions, tes sorties, tes projets, tes pratiques de bien-être. Non seulement ça te permet de te ressourcer en dehors de la relation, mais ça crée aussi un équilibre plus sain dans le couple. T'es plus la sauveuse dévouée, t'es une personne complète, avec sa propre vie, qui choisit de partager une partie de son chemin avec quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une femme que j'avais accompagnée qui avait réalisé qu'elle avait tellement abandonné ses propres centres d'intérêt pour s'adapter à son partenaire qu'elle ne savait même plus ce qu'elle aimait faire. Elle a commencé par réintroduire une simple activité hebdomadaire juste pour elle, un cours de danse. Et c'est cette petite graine de vie personnelle qui a commencé à grandir jusqu'à ce qu'elle retrouve un sentiment d'identité et d'épanouissement en dehors de sa relation. Ce rééquilibrage, il ne faut pas le voir comme un geste égoïste. Au contraire, ça permet à l'amour de respirer, de fleurir dans un espace où chacun est pleinement vivant, pleinement lui-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que t'es pas sa thérapeute, t'es pas sa psy, t'es pas sa coach, t'es pas une béquille. T'es pas une lumière pour quelqu'un qui refuse d'ouvrir les yeux. T'es un être humain, capable d'aimer profondément, mais aussi digne de recevoir un amour à la hauteur de ton cœur. T'as pas à réparer l'autre pour mériter d'être aimé, et tu n'es pas cruel si tu décides de ne plus porter seule la relation. J'aimerais terminer par une métaphore qui m'a beaucoup aidée et qui a aidé beaucoup de personnes que j'accompagne. Imagine l'amour comme une danse. Dans une danse, chaque partenaire doit tenir sur ses propres jambes. Chacun doit connaître ses pas, maintenir son équilibre. Parfois l'un guide, parfois l'autre, parfois il s'éloigne, parfois il se rapproche. Mais si l'un s'effondre et attend que l'autre le porte, la danse devient impossible. Dans la posture de sauvetage, tu essaies de porter ton partenaire, tu essaies de danser pour deux, et c'est non seulement épuisant, mais c'est aussi une danse déformée qui ne permet à aucun des deux de s'exprimer pleinement. L'amour authentique, adulte, est une danse où chacun est responsable de ses propres pas, de son propre équilibre, une danse où l'on peut se soutenir, s'inspirer, se guider mutuellement, mais où personne ne porte l'autre constamment. Si tu es dans une relation où tu te sens plus sauveuse qu'amoureuse, sache que le changement est possible.
Il commence par ces petits pas vers toi-même, cette reconnexion à tes propres besoins, cette acceptation de tes limites. C'est pas de l'amour que tu abandonnes, c'est ton rôle de sauveur. Et crois-moi, ton cœur sera bien mieux sans ce costume-là. Si cet épisode t'a touché, partage-le, tag une personne à qui ça parlerait, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Le prochain épisode est un grand sujet également, peut-on vraiment guérir à deux ?